Ce soir, après la prorogation, le gouvernement Harper mise encore sur l'économie. Un appel à l'aide de la part des proches de Donna O'Reilly et des repas gratuits pour contribuer à la lutte contre la pauvreté étudiante. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ici Thomas Daigle. Voici le téléjournal Concordia. Le gouvernement Harper souhaite encore une fois placer l'accent sur l'économie au retour de la prorogation. C'est ce qu'on retient du discours du trône livré aujourd'hui par la gouverneure générale Michaëlle Jean à l'ouverture de la session parlementaire. Chez nous, le ministre provincial des Finances accueille favorablement les initiatives entreprises par le fédéral. Greg Byrne salue entre autres le fait que le gouvernement Harper n'ait pas cédé aux pressions d'augmenter la taxe de vente. Notre journaliste économique Hugo Pilon-Larose fera le point sur les mesures proposées dans quelques minutes. La disparition de Donna O'Reilly à Moncton serait un cas d'enlèvement. C'est du moins ce qu'affirment les proches de cette dame âgée de 54 ans. Madame O'Reilly manque à l'appel depuis le départ de son lieu de travail au centre commercial Highfield Square vendredi dernier. Sa famille demande à tous ceux qui auraient une information relative à cette disparition de joindre la GRC. À Campbellton, l'ex-curé Charles Picot a été reconnu non coupable aujourd'hui d'avoir commis un attentat à la pudeur d'un garçon. Les actes dont il était accusé remontaient à 1975, alors qu'il était vicaire à Dalhousie. Picot sera d'ailleurs de retour sur le banc des accusés en mai pour faire face à une autre accusation d'attentat à la pudeur. Le président des États-Unis, Barack Obama, presse les membres du Congrès à se prononcer dans les prochaines semaines sur la réforme du système de santé. Il rejette ainsi la demande des républicains de prolonger les discussions à ce sujet. M. Obama souhaite enfin mener son projet à terme prochainement. Maintenant, lorsqu'on est étudiant, il faut parfois faire des choix difficiles quant à ce qu'on peut se payer. Or, à l'Université Concordia à Montréal, un groupe a mis sur pied un service afin qu'on puisse au moins se permettre un dîner complet. Dans le cadre de notre série de reportages sur la pauvreté étudiante, voici ce qu'a préparé Caroline Bourbonnière. Il est midi. Les bénévoles et employés au People's Potato s'affairent à préparer le repas quotidien. Chaque jour, il faut une quantité industrielle de légumes pour apaiser la faim de centaines d'étudiants. Je dirais que quand je suis arrivée ici, il y a 6 ans, on servait à peu près 150 repas. Je dirais que cette année, on doit coter le 400 des fois, là. 400 repas offerts gratuitement pour contribuer à la lutte contre la pauvreté étudiante. Selon les organisateurs, de nombreux étudiants ne pourraient pas se payer un repas aussi nourrissant chaque jour. On sert toujours une soupe, une salade, un stew puis un grain. Puis c'est toujours, c'est ça, c'est vegan, c'est végétalien. Un groupe d'étudiants a mis sur pied le service il y a près de 10 ans. Ils jugeaient que Chartwells, la société qui exploite les cafétérias à Concordia, offrait de la nourriture médiocre à prix trop élevé et qu'il y avait peu d'options de repas économiques. Le campus principal de Concordia est situé au cœur du centre-ville de Montréal. Il est entouré de restaurants à service rapide qui offrent des repas comparables à des prix variant entre 7 et 10 $. Des centaines d'étudiants dînent alors au People's Potato quotidiennement. Cette affluence donne souvent lieu à des files d'attente d'une demi-heure. Tous les jours, un repas complet gratuit, avec du riz, la salade, une soupe, oui, ça vaut la peine. L'association étudiante, la CSU, finance les activités du People's Potato par le biais d'un frais de 37 cents par crédit universitaire. Il y a énormément d'étudiants qui sont en situation assez précaire. Dont la moitié de nos étudiants prennent des bourses et prêts pour payer leurs études. L'association affirme qu'elle s'efforce à lutter contre la pauvreté, puisque les étudiants font déjà leur part. On a une population à Concordia qui est assez particulière. Plus de la moitié de nos étudiants sont des étudiants à temps partiel. Donc beaucoup d'étudiants sont des étudiants qui travaillent et puis qui étudient en même temps. Donc ils n'ont pas nécessairement les moyens, qui travaillent pour payer leurs études. Même s'ils ont les poches vides, ils repartent quand même du People's Potato, l'estomac plein. Alors, Caroline, l'Université Concordia compte un second campus dans l'ouest de Montréal. Est-ce que ce service y est offert également? Oui, 150 repas végétaliens gratuits sont offerts aux étudiants du campus Loyola. Un total de 500 repas sont servis quotidiennement sur les deux campus, Thomas. Est-ce que l'association étudiante offre d'autres services pour combattre la pauvreté étudiante? Oui, 30 bourses d'une valeur de 500 $ sont offertes aux étudiants en difficulté financière et une vente de livres usagés est organisée au début de chaque semestre.
Le président de l'association étudiante Amin Dabchi affirme que le groupe pose des gestes concrets pour contrer la pauvreté étudiante, mais selon lui, l'université pourrait en faire plus pour soutenir ses élèves. Et c'est un débat qui risque de se poursuivre. Merci, Caroline. Bonsoir. En économie maintenant, comme nous l'avons indiqué en début de bulletin, la gouverneure générale a livré aujourd'hui le discours du trône. La nouvelle session parlementaire sera décidément orientée vers l'économie. Pour nous en parler davantage, j'accueille notre journaliste Hugo Pilon-Larose. Bonsoir Hugo. Bonsoir Thomas. Alors, que prévoit le gouvernement en matière économique? Eh bien, le gouvernement prévoit dans son discours du trône, premièrement, une plus grande ouverture au libre marché, mais également de nombreuses mesures pour la création d'emplois au Canada. Ce qui ressort du discours d'aujourd'hui, Thomas, c'est une volonté du gouvernement de diminuer son financement dans plusieurs programmes fédéraux. L'objectif est clair, c'est d'amoindrir la dette qui s'élève à 55 milliards de dollars. 3 ministères seulement ne seront pas touchés, soit celui de la santé, de l'éducation, ainsi que des régimes de retraite. Il y a une autre mesure qui a fait pas mal réagir, c'est l'assouplissement des règles d'investissement dans le secteur des télécommunications. Effectivement, et il s'agit ici d'une nouvelle orientation stratégique pour le gouvernement Harper qui voudrait permettre aux entreprises étrangères d'investir au pays en télécommunications. On parle ici des téléphones ainsi qu'Internet sans fil. Pour les consommateurs, davantage de compétition dans le marché voudrait dire une baisse des tarifs à court et moyen terme, mais les 3 géants de la télécom au Canada, soit Rogers, Bell et TELUS, croient que cette mesure pourrait détruire leur industrie. Et en terminant, Hugo, le secteur énergétique ici au Nouveau-Brunswick risque d'être particulièrement touché par une autre mesure. Oui, parce que le gouvernement canadien prévoit modifier la structure de l'organisme fédéral Énergie atomique du Canada, ainsi que diminuer sensiblement son budget, et cela pourrait retarder la réfection de la centrale nucléaire de Pointe-le-Pro, un projet qui est déjà en retard, Thomas, d'1 an et demi et qui serait retardé. Reste à voir ce qui sera annoncé officiellement demain lors du dépôt officiel du budget au Parlement. Voici maintenant vos titres financiers d'aujourd'hui. Sur la scène culturelle, maintenant, c'est demain que débutent les ECMA, c'est-à-dire le rassemblement annuel de l'Association musicale de la Côte-Est. Ça se passe à Sydney, au Cap-Breton, ville qui s'active aujourd'hui. On joint à l'instant notre chroniqueuse culturelle Joëlle Pouliot en studio à Sydney. Bonsoir, Joëlle. Bonsoir, Thomas. Eh bien, les artistes commencent déjà à arriver en ville. Ils s'apprêtent à se présenter en vitrine afin de séduire le public et surtout les promoteurs culturels qui se présentent pour l'occasion. Dès demain, plusieurs spectacles auront lieu ici à Sydney, dans diverses salles telles que le Capri Club, le Théâtre Savoie et le Centre Member Tour jusqu'à dimanche. Et c'est dimanche soir qu'on saura les gagnants des ECMA, en fait. Mais j'ai la liste des nommés néo-brunswickois ici qui comprend David Miles et The Divorcees dans la catégorie des artistes de l'année. Puis, dans la catégorie des artistes francophones de l'année, on a aussi le néo-brunswickois Georges Béliveau et Nathalie Renaud et Pascal Lejeune, qui en est à sa 2e nomination cette année. Sa 2e étant pour l'album solo masculin pour le titre de son œuvre Adélaïde. Dans le même ordre d'idées, Joël, les nominations des prix Juno ont été dévoilées aujourd'hui et une artiste de Moncton figure parmi la liste? Et oui, c'est la chanteuse Julie Dorion qui est en nomination dans la catégorie de l'album alternative de l'année. En fait, elle en est pour son album solo qui s'intitule I Can Wonder What You Did With Your Day. C'est pour ça qu'elle est finaliste cette année. Et pour les nominations des albums francophones au Juno, on a les artistes Andrea Lindsay, Jean Leloup, Les 3 accords, Luc de la Rochelière et Yann Perrault. Mais c'est le crooner Michael Bublé qui domine la liste avec 6 nominations. Et on saura qui obtiendra ces trophées le 18 avril. Et en terminant brièvement, Joël, l'artiste pour enfants Art Richard entame une collaboration avec la jeunesse du Grand Moncton. Et oui, près de 400 enfants des garderies et des écoles de Dieppe et de Moncton pourront participer à l'enregistrement de son disque, ce qui s'intitule Art Richard et ses amis. Ça sera mardi prochain à Moncton. Merci, Joël. Bon plaisir. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce téléjournal Concordia. Nous vous rappelons que nous ferons la couverture demain du dépôt du budget fédéral. D'ici là, au nom de toute l'équipe, ici Thomas Daigle, merci d'avoir été des nôtres. Une excellente fin de soirée. Au revoir.